Bonjour à tous, je m'appelle Gilles Vauclin, je suis le directeur de la transition écologique et énergétique à la Banque des Territoires et je suis très heureux de vous accueillir encore aujourd'hui pour une nouvelle séance d'échange sur le thème de l'adaptation au changement climatique. Je rappelle simplement que nous avons lancé au sein du Hub des Territoires qui nous accueille aujourd'hui encore donc un cycle sur l'adaptation au changement climatique. Nous avions eu l'occasion notamment d'aborder plusieurs thèmes précis sur l'eau, sur le littoral, sur la chaleur en ville, sur les inondations. Et aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la montagne. Et nous savons à quel point aussi la montagne est impactée par les conséquences du changement climatique. Mais avant de commencer les échanges et d'introduire les tables rondes, je vais tout de suite laisser la parole à Anne-Sophie Incelin. Donc Anne-Sophie, vous êtes la nouvelle directrice du Hub des Territoires. Oui, tout à fait. Et donc je vous laisse l'occasion de présenter le Hub une fois de plus. Bonjour à tous, merci Gilles. Je vous souhaite la bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Donc comme disait Gilles, je suis Anne-Sophie Incelin. Je voulais vous donner un peu plus d'éléments sur le Hub, ce projet. Alors c'est un dispositif qui a été mis en place par la Banque des Territoires il y a un peu plus d'1 an pour réunir et animer les acteurs territoriaux de son écosystème. Alors c'est un lieu ouvert à l'ensemble de nos partenaires, au bénéfice de nos clients. Il vise à renforcer les collaborations entre les acteurs publics, les acteurs privés. Il vise aussi à partager nos idées, à partager les réflexions, mais aussi et surtout des retours d'expérience, comme on va le voir ce matin. C'est un dispositif hybride, il y a ce lieu physique qui est modulable, convivial, qui permet d'accueillir plusieurs types de formats d'événements, des ateliers, des rencontres, des résidences. Et on a aussi un espace digital sur lequel on retrouve tout le contenu de nos échanges. La programmation du Hub des Territoires, elle est riche et variée. Depuis 1 an et demi, ce sont plus d'une centaine d'événements qui ont été organisés. Ils ont réuni en tout plus de 6000 participants en présentiel, mais aussi en ligne. Et ils ont permis de réunir plus de 400 intervenants, d'aborder différemment les thématiques cruciales des territoires. Alors, petit spot publicitaire, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter. Vous trouverez le lien sur le chat qui va s'afficher. Vous pouvez aussi le retrouver directement sur la page internet du Hub des Territoires. Voilà, je laisse Gilles poursuivre le déroulement de cette matinée. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ces rappels utiles et importants sur le rôle du Hub des Territoires, qui est un lieu tout à fait emblématique maintenant de la maison, de la Banque des Territoires. Donc toujours très heureux de s'y retrouver. Alors effectivement, on va commencer les échanges par une introduction avec l'aide d'Irène Alvarez, qui est donc chercheuse au Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, ce qu'on appelle le CREA Mont-Blanc. Irène, pardon, vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Hub à distance. C'est le charme du Hub, on peut le faire en présentiel et également à distance. Donc merci d'être avec nous. Tout de suite peut-être, l'idée c'est qu'on puisse avoir une petite séquence avec vous, effectivement, pour parler un peu de ce que vous observez au CREA sur les changements qui se produisent en ce moment dans la montagne. Vous avez un lieu d'observation tout à fait emblématique au pied du Mont Blanc. Je crois que vous avez prévu peut-être de nous passer, pour commencer, une petite vidéo qui va poser le sujet, puis après je vous propose qu'on échange là-dessus. Très bien. Ça vous convient ? Donc on envoie la vidéo. Les Alpes sont surprenantes, mais pas seulement pour leur beauté. Elles nous offrent aussi un regard sur comment le changement climatique pourrait influencer notre futur. C'est un laboratoire incroyable pour travailler et étudier les effets du changement climatique sur les milieux, sur les écosystèmes. Ce qui rend cet endroit si spécial, c'est que le climat varie le long des versants. Pour 100 mètres d'altitude, on perd environ 0,6 degrés. Si on y ajoute les différences d'exposition, de pente et de température, entre surfaces rocheuses très chaudes et combes qui restent enneigées, on obtient une multitude de microclimats. Chacun de ces microclimats héberge son propre écosystème avec ses plantes et ses animaux. Le changement climatique est 2 fois plus rapide dans les Alpes que dans la moyenne de l'hémisphère nord et il est donc particulièrement visible ici
puisque tous ces écosystèmes sont rassemblés dans un espace relativement réduit. Les températures augmentent, cela entraîne un changement d'enneigement, mais aussi des sécheresses estivales. L'impact est majeur sur le vivant. À moyenne altitude, le massif du Mont Blanc a déjà perdu plus d'1 mois d'enneigement en 40 ans. Une perte équivalente est attendue d'ici 2050. La grande question est comment les espèces s'adaptent à une transformation aussi rapide de leur environnement. En montagne, tout est histoire d'espace et de temps. Où on s'installe ou quand on se reproduit est déterminant pour la survie. Et où et quand sont en train de changer rapidement. Le verdissement du Mont Blanc est un bon exemple de l'évolution de la répartition des espèces. Les plantes et les arbres sont observés à des altitudes de plus en plus élevées, une remontée de 30 mètres par décennie. Les changements climatiques en cours vont créer des opportunités et des nouveaux habitats pour certaines espèces. Par contre, d'autres espèces, typiquement alpines, risquent d'être défavorisées par la hausse des températures, des sécheresses et la compétition. Pour les animaux, ce déplacement est encore plus important, 100 mètres par décennie. Le changement des saisons a un impact tout aussi important. Le changement climatique entraîne des profondes modifications des rythmes saisonniers, c'est-à-dire les dates de floraison, de reproduction, de ponte, etc. Ces événements ont tendance à avancer de 2 à 5 jours par décennie pour les plantes et pour les animaux terrestres. Le changement climatique altère où et quand les espèces prospèrent. Certaines espèces peuvent s'adapter plus rapidement que d'autres, ce qui crée des problèmes majeurs de désynchronisation entre les espèces. Chez le chamois, la naissance des jeunes coïncide avec le pic de végétation et avec le changement climatique, on observe une plus forte mortalité des jeunes parce qu'ils ne trouvent plus les ressources nécessaires au moment où ils en ont le plus besoin. Comme l'environnement physique change, les plantes et les animaux changent aussi. Et le tout transforme les paysages alpins. Ces paysages sont aussi notre habitat, culturel, économique et même émotionnel. La question que nous renvoie l'observation de ces espèces alpines, sommes-nous, nous-mêmes, capables de nous adapter à des changements aussi profonds? La science ne peut répondre à cette question, mais elle peut éclairer les décideurs et les citoyens dans leur stratégie d'adaptation. C'est une des raisons pour lesquelles il est si important d'étudier l'évolution de nos montagnes. Voilà, merci pour la vidéo. On retrouve Irène. Donc, Irène, on va peut-être commenter ce qu'il y a dans la vidéo, peut-être pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de phrases qui sont un peu chocs, on va dire, dans les commentaires qui ont été faits. D'abord, la première phrase, c'est finalement le changement climatique en montagne va 2 fois plus vite que la moyenne constatée. On sait aussi d'ailleurs qu'en France, le rythme du réchauffement est d'ailleurs plus élevé que la moyenne mondiale. Donc, et on voit tous les impacts sur la faune et la flore que vous décrivez dans cette vidéo. Et est-ce que vous pouvez nous commenter déjà un peu cette différence de rythme, en fait, on va dire, entre ce qui se passe en montagne et ce qui se passe ailleurs? Bien sûr, oui. Oui, effectivement, le constat et les projections pour l'avenir sont que le réchauffement est plus important en montagne. Alors, il y a les chercheurs n'ont pas fini d'investiguer en fait pourquoi, mais on sait qu'en Arctique et en montagne, le changement est plus fort. Une des raisons, ce serait que vous connaissez peut-être le phénomène d'albédo, c'est-à-dire la neige blanche renvoie la chaleur dans l'air, et si cette neige ou la glace disparaît sur la durée d'une année, ou est moins importante la couverture neigeuse, du coup on a des effets locaux d'entraînement et de réchauffement. Et donc effectivement, on est donc en 2019, quand on a vraiment travaillé des scénarios d'évolution climatique au niveau du Mont Blanc, on était déjà à plus 2, plus 3 degrés, suivant les scénarios, d'ici la fin du siècle.
Alors c'est vrai qu'on a tendance à y penser spontanément quand on voit le recul des glaciers. Et donc ça c'est un élément effectivement qui est très, très visible et assez emblématique, surtout à Chamonix. Hein. Mais au-delà de ça, ce qui est assez frappant effectivement, c'est la généralisation du phénomène sur l'espace montagneux finalement. On le voit à toutes les altitudes semble-t-il, et puis effectivement avec des phénomènes de remontée de la faune et de la flore, et avec des changements de paysage qui sont très profonds. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de traduire aussi dans cette vidéo. Il est évident qu'on voit à l'œil nu, et Chamonix est vraiment un témoignage de ça, le recul des glaciers. On constate aussi le recul de l'enneigement, mais il y a des phénomènes beaucoup plus subtils de changement de paysage profond et qui nous affectent, et dans des zones sur lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de porter notre regard, c'est-à-dire on est concentré, on va dire, sur nos vallées. Mais le changement est fort, voire plus fort, à des zones qu'on regarde moins. Par exemple, la limite supérieure de la forêt, autour de 2000 mètres. Et c'est des zones qui sont extrêmement utilisées par la faune, la flore, mais aussi par les humains pour des activités pastorales, de ski, de randonnée, etc. Donc voilà, il y a des subtilités dans ces changements, et il y a aussi ce qu'on mentionne à la fin, il y a vraiment un enjeu d'adaptation culturelle de la manière dont on porte notre regard sur nos paysages, et je pense que personne n'en est exempt, ni les chercheurs, les experts, ni les décideurs qui doivent proposer des stratégies d'adaptation. Alors peut-être, effectivement, on voit qu'il y a plusieurs dimensions. Comment est-ce qu'on pourrait les hiérarchiser en quelque sorte dans l'importance des conséquences, en fait, hein, puisque effectivement on voit qu'il y a des impacts sur les espèces, sur la répartition des espèces, il y a des impacts effectivement sur la façon dont on vit en montagne. Pour vous, si on prend l'ensemble de ces changements et de ces conséquences, quelles sont les conséquences qui pourraient les plus nous impacter en fait? Des disparitions d'espèces animales, végétales, des impossibilités éventuellement de poursuivre certaines activités en montagne. Comment est-ce que vous catégorisez en quelque sorte un peu les risques? Bien sûr, oui. Mais je pense que, bon, d'abord, ça dépend vraiment du point de vue, et je trouve intéressant qu'en fait, l'étude du changement climatique nous porte à choisir un point de vue, c'est-à-dire, moi je suis également accompagnatrice en montagne, et mon point de vue sur les changements en montagne est très différent de celui d'un guide de haute montagne, par exemple. Je suis affectée de manière très différente. Pareil, si on se place d'un point de vue animal, le changement est très différent pour un cerf qui va trouver des nouvelles opportunités et qui va pouvoir remonter en altitude, étendre ses territoires, par rapport au lagopède alpin, qui est une espèce hyper spécialisée et qui, elle, va être repoussée vers les sommets jusqu'à ne plus avoir d'espace, en fait. Donc cette question de hiérarchisation des impacts, elle est compliquée parce qu'elle dépend du point de vue. Elle est aussi compliquée parce que je pense que, et c'était très bien jusqu'à maintenant, on a eu tendance à aborder en silo, on va dire, les différentes pressions qu'on exerçait sur nos milieux. On a été très focalisé sur le changement climatique, et c'est très bien parce qu'on avait besoin de cette prise de conscience. Mais voilà, le changement climatique, il s'ajoute à d'autres pressions sur les milieux qui peuvent être la fréquentation touristique ou l'aménagement éventuellement de la montagne. Enfin voilà. Et donc sur ces images que vous voyez, par exemple, il y a évidemment un changement de paysage très fort, mais qui dépend du changement climatique, mais aussi par exemple de la déprise pastorale. Donc on constate une remontée de la forêt, mais dans le massif du Mont Blanc, elle est seulement partiellement liée au changement climatique, et beaucoup au fait que nos espaces, nos pâturages sont beaucoup moins utilisés en montagne, en moyenne montagne, et donc on a un phénomène d'embroussaillement. Donc c'est assez difficile de hiérarchiser les impacts. Voilà, si on se place, on peut... Je ne veux pas monopoliser la parole, donc voilà, on a des impacts sur le paysage, sur les espèces. Il n'y a pas de problème, on a encore un petit peu de temps avant de passer aux échanges suivants. Mais du coup, alors, vous parliez effectivement, ça dépend de l'intensité des pressions, mais est-ce que, par exemple, vous avez identifié des pressions qui sont aujourd'hui excessives et qu'il faudra effectivement réduire éventuellement drastiquement en montagne pour continuer à y vivre et laisser la montagne vivre en quelque sorte elle-même? Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous avez identifiées précisément qui vont impliquer des changements, on va dire, relativement radicaux?
Alors, moi, je précise que nous, on étudie vraiment la question de la faune et de la flore. Et donc, forcément, il y a des risques ou des impacts sur lesquels on est moins focalisé. Et sur dans un massif comme le massif du Mont Blanc, c'est évident qu'on est un petit peu les derniers des Mohicans, c'est-à-dire que le lagopède alpin, par exemple, que vous voyez à l'écran, on voit sa zone de répartition, les habitats qui lui sont favorables se réduire drastiquement. Plus on a un massif haut en altitude, plus on va avoir une responsabilité en fait de conservation de ces espèces, ce qui veut dire peut-être avoir des zones sur lesquelles on a moins de pression touristique. Alors dans le massif du Mont Blanc, il y a des endroits c'est assez facile parce que c'est peu accessible. Mais voilà, on sent qu'avec le changement climatique, il va y avoir une pression touristique plus forte sur la montagne, une fréquentation en augmentation. Et c'est pas évident de gérer cette fréquentation à la fois pour satisfaire les besoins humains, économiques, etc. et ne pas exercer une pression trop forte sur la faune. Je prends un exemple tout bête, c'est l'ouverture des remontées mécaniques et l'accès à la montagne en mai et en juin, par exemple, qui est probablement fort souhaitable d'un point de vue humain, touristique, etc. On doit l'examiner aussi avec le fait que c'est la période de reproduction pour certaines espèces. Et donc, comment ces deux souhaits, se reproduire pour la faune et se divertir, avoir accès à la montagne pour les humains, peuvent s'agencer. Et là, la décision ne dépend pas de la recherche. Les scientifiques amènent en fait ces enjeux sur la table des décideurs. Peut-être pour terminer notre séquence, Irène, un mot effectivement sur les activités humaines. Alors, on a commencé à l'aborder là, mais est-ce que vous voyez quand même des risques supplémentaires maintenant, par exemple sur les glissements de terrain, sur la ressource en eau, qui sont quand même des éléments très importants, on va dire, pour la vie en montagne. Est-ce que ce sont des éléments qui vont avoir une grosse importance maintenant aujourd'hui en montagne ? Oui, alors sur les risques naturels, c'est sûr qu'il y a un impact. À Chamonix, on connaît des éboulements rocheux, par exemple. Il y a des risques qui sont peut-être moins visibles aujourd'hui. Par exemple, le fait qu'on risque d'avoir des inondations assez haut en altitude en hiver, puisque les précipitations ne sont pas appelées à changer, voire à augmenter un petit peu dans les années à venir en moyenne, mais plutôt sous forme de pluie. Et donc ça veut dire qu'on aura peut-être à gérer un nouveau risque en montagne. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres facteurs et risques à prendre en compte. Et je pense que ce qui est très compliqué pour les chercheurs comme pour les décideurs, et c'est là que c'est intéressant de travailler ensemble, c'est que c'est extrêmement difficile de modéliser un écosystème et de prendre en compte toutes les conséquences. Donc c'est très difficile de prendre des mesures d'adaptation dont on peut prédire en fait l'impact. Et je pense que c'est vraiment pour nous un des messages forts, c'est travailler ensemble pour évaluer ces risques, l'évolution, les scénarios d'évolution, etc. Mais aussi se dire qu'un des risques, c'est de travailler dans l'incertitude. Et ça, je pense que pour les humains, c'est compliqué. Donc voilà, et c'est le challenge que nous pose le changement climatique, clairement. Merci beaucoup Irène pour cette première petite conclusion, puisqu'on en aura sans doute d'autres dans le cours de la table ronde. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la table ronde suivante, qui va réunir donc Anne L'Enfant, qui est présidente de la communauté de communes de Cœur de Chartreuse, qui devrait être avec nous également en visio. Bonjour Anne. Bonjour. Et Emmanuel Georges, qui est membre du laboratoire Écosystèmes et Sociétés en montagne à l'INRAE. Est-ce que vous êtes là, Emmanuel ? Bonjour, oui, bonjour. Je suis là. Bienvenue à toutes les deux. Donc, bonjour Irène, à tous. Bonjour à tous. Donc, Irène disait à l'instant, effectivement, que ce qui est important, effectivement, c'est de garder le lien entre la recherche, l'observation et les décideurs. Donc, on va parler effectivement un peu de ça également dans cette table ronde. Peut-être, avant de commencer,
Anne, une petite description peut-être de votre territoire, hein, cœur de Chartreuse. Bon, tout le monde connaît la Chartreuse, mais enfin c'est bien quand même de rappeler où ça se trouve et à quoi correspond le territoire. Oui, merci. La Chartreuse, tout le monde sait que c'est vert. Voilà, la Chartreuse verte, il y a aussi la Chartreuse jaune. Peut-être que ça peut illustrer la thématique de ce jour qui parle du changement climatique. On va passer d'une Chartreuse verte à une Chartreuse jaune avec des sécheresses qui peuvent être de plus en plus prégnantes, malgré le fait que nous soyons dans un territoire qui était réputé plutôt pour être un petit peu le pot de chambre de l'avant-pays savoyard. Donc la particularité de notre territoire cœur de Chartreuse, communauté de communes cœur de Chartreuse, c'est d'être à cheval à cheval sur 2 départements, donc le département de l'Isère au sud de la carte qui est affichée et le département de la Savoie qui est au nord, donc matérialisé par le trait rouge hein, qui partage le territoire en 2. C'est un territoire donc, qui regroupe 17 communes avec un étage montagne ou moyenne montagne qui culmine à 2082 mètres et un étage plus en plaine à 281 mètres qui se répartit donc géographiquement entre de la plaine, des coteaux et de la montagne. La particularité aussi, c'est que nous avons une station de ski, Saint-Pierre-de-Chartreuse, le Planelet, et puis plusieurs autres petites, aussi bien au niveau alpin que nordique. La communauté de communes donc, qui est représentée ici par les 17 communes donc, coloriées en bleu, s'inscrit parfaitement dans le périmètre du parc naturel régional de Chartreuse, qui est le trait bleu qui entoure notre communauté de communes, et c'est la seule communauté de communes qui est entièrement dans le parc, ce qui crée des liens et du travail à faire en commun. On est un territoire donc rural qui se caractérise par son agriculture et sa forêt. Première AOC bois donc, qui a été établie en France, c'est le bois de Chartreuse. Et ce territoire s'inscrit aussi dans un savoir-faire très particulier que celui du bois de charpente. Il y a historiquement un territoire qui fournissait des mâts aux bateaux pour aller à la conquête du monde. Voilà. Alors Anne, justement, donc là, ce que vous décrivez, c'est un territoire effectivement qui a une très grande diversité finalement en altitude, en paysage et en ressources. Et donc du coup, sur ce territoire qui est un peu une sorte de laboratoire, qu'est-ce que vous constatez? Quels sont les impacts du changement climatique que vous percevez le plus fort et qui vont être vraiment des enjeux pour vous sur ce territoire dans les années à venir? Alors au niveau des enjeux, juste pour compléter sur la présentation du territoire, oui. il est au carrefour en fait de grandes agglomérations que sont Lyon à 1h30 de route, Grenoble, Chambéry et puis Voiron. Donc on est un territoire rural mais quand même très en prise avec les cités voisines. De proximité urbaine. Au niveau du changement climatique, ce que l'on peut observer, on a la chance d'avoir l'Observatoire national de l'étude de la neige au col de Porte, qui montre en fait une diminution de l'épaisseur de neige, du manteau neigeux, d'année en année, ce qu'expliquait Madame Alvarez avec un accroissement du changement climatique, enfin un impact beaucoup plus fort en montagne qu'ailleurs. On peut le retrouver ici, mais je pense que Madame Georges pourra peut-être aussi, peut-être prévu d'en parler un petit peu. Au niveau de l'eau, malgré le fait que ce soit un territoire assez arrosé, on peut subir quand même des sécheresses et des manques d'eau. On est un territoire karstique, donc avec très peu de réserves. En plaine, on a des grandes nappes d'eau, effectivement, mais sur le côté montagne, c'est un petit peu plus difficile. Et cette année, le changement climatique a été un peu plus visible en 2022 et certaines communes ont dû être alimentées en eau au moyen de camions-citernes. Donc voilà, on est quand même fragile de ce côté-là. Côté économie, en agriculture, on a aussi de la perte de foin qui peut s'avérer donc l'été lorsque les sécheresses sont un peu plus fortes qu'en année ordinaire. Au niveau de la forêt, ce que disait aussi Madame Alvarez, c'est qu'on a une remontée des stations en fonction de l'altitude et notre AOC bois de Chartreuse pourrait éventuellement être mise un petit peu à mal avec cette remontée stationnelle. On s'aperçoit aussi plus d'un côté social en fait d'un attrait très fort de notre territoire par les citadins. Je le disais qu'on on est au carrefour d'agglomérations assez importantes.
Et face aux températures estivales qui s'accroissent, les citadins viennent à juste titre chercher un peu de fraîcheur et un peu d'air frais. Cela peut poser des problèmes. Excusez-moi, c'est massif? C'est massif? Vous commencez à le voir vraiment de manière massive, ou Oui. c'est juste une tendance qui s'affirme? On avait déjà, c'était tendanciel il y a quelques années, mais post-confinement, on a eu un afflux massif de personnes. On était d'ailleurs tout de suite après le confinement, comme nous étions dans les 100 km en fait, à proximité de Lyon, eh bien, on a eu un afflux massif de personnes qui n'ont pas les codes non plus de la montagne, ce qui peut poser des conflits d'usage. Ils considèrent que c'est un terrain de jeu, que c'est un espace de liberté. Ils viennent y chercher du ressourcement et du repos, ce qui s'entend tout à fait, mais ça peut être au détriment de nos activités agricoles ou forestières. Voilà. Donc on a un potentiel risque de conflit d'usage qui devient de plus en plus prégnant. Ils n'ont pas non plus forcément les codes de la montagne et ils se mettent en danger. On a des déclenchements de secours qui sont un peu intempestifs ces dernières années parce qu'ils n'ont pas l'équipement nécessaire, ils n'ont pas les codes tout simplement de la pratique de la montagne. Et donc, par rapport à ces changements, vous voyez aussi des conséquences du coup économiques sur votre territoire, puisque si effectivement il y a des gens qui viennent y pratiquer des activités en masse, si vous avez un problème d'alimentation en eau, si l'agriculture est impactée ou la forêt est impactée, c'est quoi l'avenir économique de votre territoire finalement, avec le changement climatique? Alors, je pense que l'avenir économique passera toujours par l'agriculture et la forêt, puisque ce sont quand même deux éléments prégnants sur notre territoire. Par contre, il va falloir accompagner ce changement-là, peut-être modifier un petit peu les façons de pratiquer cette économie-là, mais garder évidemment ces atouts-là, puisqu'on n'a pas un territoire qui est voué à être industriel, même si dans la plaine, nous avons quelques zones d'activité. On n'est pas un territoire d'industrie. On est un territoire effectivement d'agriculture et de forêt qu'il faut conserver, mais on est aussi un territoire de tourisme et on s'engage dans une transition touristique. On a toujours eu des touristes en hiver et en été. À voir maintenant comment nous pouvons accompagner ce tourisme-là pour élargir peut-être les ailes de saison et puis pour accueillir de façon correcte et tout à fait satisfaisante les touristes qui viennent nous voir d'une manière qualitative, en respectant l'eau, en respectant l'agriculture, en respectant la forêt, peut-être en faisant des aménagements qui permettent de garantir la qualité aussi sanitaire de l'eau, parce que tout le monde le sait, quand on va en forêt, il n'y a pas évidemment des toilettes partout, ça c'est bien su, mais on a aussi un sujet là-dessus pour bien préserver notre patrimoine et le mettre en valeur. Okay. On a au niveau économique également, et ça c'est un peu... Anne, excusez-moi, je vous interromps une seconde parce que je voudrais pouvoir donner la parole aussi à Emmanuel pour faire un échange avec elle. Juste Emmanuel, peut-être, donc je disais tout à l'heure, vous travaillez dans un laboratoire aussi, écosystème et société en montagne, et donc vous avez beaucoup étudié, pour parler des conséquences économiques, vous avez beaucoup étudié la question des stations de sport d'hiver, je crois. Oui, alors vous, quelle est votre analyse justement par rapport à ces changements? On voit qu'il y a un sujet quand même de pérennité d'un certain nombre de stations de montagne, notamment en moyenne montagne. Quelle est votre analyse, on va dire, sur ce sujet, qui est quand même un sujet important à monter en termes économiques? Alors, je pense que, à la fois Irène ou Anne l'ont dit, l'impact du changement climatique aujourd'hui, je dirais, il est réel. On n'est plus dans les controverses qu'on a pu connaître dans les années 2000. Et le premier effet du changement climatique, j'avais des slides, donc si juste, je vais aller vite, ne vous inquiétez pas. Si je peux les avoir. On peut passer les slides. Non, on les a pas. Ah, excusez-moi, on les a pas. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, je vais faire comme ça. Anne le disait, on a les enregistrements de Météo France au col de Porte à 1326 mètres d'altitude montrent qu'en 50 ans, on a perdu à peu près 50 cm de neige avec une hausse des températures. Donc, très concrètement, l'impact du changement climatique pour les stations, c'est avant tout une baisse de l'enneigement naturel et surtout une grande variabilité des conditions d'enneigement au sein d'une saison et entre
entre les saisons. Donc pour les stations, ça veut dire que je dirais aucune saison ne se ressemble, et puis il faut pallier la baisse des conditions d'enneigement naturel. Donc la réponse première de ces stations, c'est avant tout de produire de la neige artificielle, ou ce que d'autres appellent la neige de culture, mais en gros c'est je dirais de pallier le manque de neige naturelle au moment opportun, en particulier les débuts de saison. Et puis les vacances scolaires, puisque en gros l'activité d'une station en termes de domaine skiable, c'est avant tout les vacances de février et les vacances de Noël. Donc quand ces deux périodes-là sont réussies, je dirais que c'est important pour la station. Par rapport à ça et cette pratique de la neige de culture, pour répondre à votre question, elle concerne toutes les stations. Aujourd'hui, quand on regarde un peu les plans d'équipement en neige de culture, c'est pas réservé aux stations d'altitude ou aux stations de moyenne montagne. Il y a vraiment, je dirais, une pratique qui est assez homogène dans tous les types de stations. Et surtout, moi, ce qui me semble important à noter là, quand on est dans cette réflexion sur l'adaptation au changement climatique, c'est le fait qu'il y a des vulnérabilités qui sont très très différentes selon les stations, selon son histoire. Est-ce qu'on a une station qui s'est créée sur le modèle de la station intégrée, où on vend du ski au pied en sortant de son hébergement? C'est pas la même chose que quand on est en moyenne montagne. Ça dépend aussi évidemment de l'exposition, de l'altitude, Irène l'a dit, mais aussi des types de produits. Quand on est une station d'altitude, on vend aussi une garantie neige, donc on a souvent de la vente de séjour très en amont de la saison. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que chaque station a sa propre vulnérabilité par rapport à l'enneigement et va, je dirais, réagir avec cette neige de culture. Mais qui dit neige de culture dit besoin d'investissement, d'eau, et aujourd'hui encore plus d'énergie. Et aussi de température adaptée. Qui vont bien, c'est-à-dire les créneaux de froid. Et ça, on sait qu'avec le changement climatique, les créneaux de froid vont diminuer, vont être moins larges en amplitude de jour. Donc ça complique quand même beaucoup, évidemment, le travail des opérateurs de domaine skiable. Ça, c'est vraiment le premier impact. Ouais, mais votre conclusion, c'est que c'est viable combien de temps encore, la neige de culture? Alors, ma conclusion, je ne sais pas si c'est une conclusion, un point de vigilance qui me semble important à mettre sur la table, c'est que finalement, d'ici 2050, on sait que c'est après 2050 que l'impact du changement climatique va vraiment se manifester en fonction des scénarios climatiques qu'on aura, en fonction de la politique de réduction des gaz à effet de serre. Donc, est-ce qu'on continue comme on est maintenant, ou est-ce qu'on a vraiment une politique de réduction drastique? Eh bien, on va vraiment mesurer les effets au-delà de 2050. Donc, on a cette période jusqu'à 2050 où je pense qu'il faut, pour un certain nombre de stations, se poser la question de la pérennité économique, environnementale, mais aussi sociétale, parce que dans pas mal de stations, et je pense que vous avez entendu parler de la CLUSA, l'implantation de retenues d'altitude ou de gros projets d'aménagement sur les stations commence à poser question en termes d'acceptabilité sociale. Donc, c'est tous ces phénomènes-là qu'il faut poser sur la table pour questionner la pérennité du modèle de développement, en tous les cas, dans certains cas, quand les vulnérabilités sont vraiment fortes. Après, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait à la place. Oui, tout à fait. Et alors, peut-être pour terminer cet échange, un petit échange aussi sur les questions de gouvernance, puisque vous êtes aussi penché sur cette question, je crois. Et puis, on pourrait voir aussi la réaction de Anne là-dessus. Mais à votre avis, donc, au regard de tout ce qu'on vient de se dire, en termes d'impact, qui sont quand même assez majeurs, structurants, et quelles sont les conséquences en termes de gouvernance qu'il faut... Est-ce que ça a d'abord des conséquences en termes de gouvernance? Est-ce qu'on peut continuer dans l'organisation actuelle? Ou est-ce qu'il faut vraiment changer des choses? Alors, c'est une vaste question. D'abord, la gouvernance d'une station, elle est très compliquée. C'est un écosystème varié, très complexe, avec en France la loi montagne. Donc, on a quand même un acteur public, le maire ou l'intercommunalité, qui est un acteur important. Et puis, bien sûr, l'opérateur de remontée mécanique. Donc, on a vraiment ces acteurs-là, mais autour un écosystème très complexe.
Je pense qu'aujourd'hui, avec l'impact du changement climatique, mais Irène l'a dit, il y a beaucoup d'autres éléments qui contribuent à faire bouger les lignes du modèle de développement des stations. L'hébergement, la capacité des gens à venir résider en montagne ou à rechercher des îlots de fraîcheur, l'évolution de l'agriculture. Donc on sent bien que toutes les lignes bougent. Il y a quand même des débats de fond sur ce que doit être le modèle de développement ou le territoire dans son avenir, et avec quand même des positions un peu qui se radicalisent dans certains territoires. Donc déjà à cette échelle-là, c'est assez complexe et il faut mettre les gens autour de la table et pas dans un consensus mou. Je fais pas de l'angélisme quand je dis ça, mais à un moment de se poser des questions. Tiens, on a un acteur qui porte le modèle de neige, mais il faut aussi mettre autour de la table les gens qui portent l'offre touristique diversifiée, les agriculteurs, les artisans, les valorisations de patrimoine environnemental. Donc ça, c'est un premier niveau. Et puis le deuxième niveau, pour répondre à votre question, c'est aussi l'évolution avec de plus en plus d'intercommunalités qui peuvent être fortes. En termes de moyens, en termes de capacité économique, financière, et puis qui sur leur territoire, je pense par exemple à la communauté de communes du Grésivaudan, le tourisme, ce n'est qu'une partie de leur activité. Il y a de l'activité en fond de vallée. Et ça, je pense que ça peut changer aussi la gouvernance territoriale avec une place du tourisme et de la force de ce tourisme qui peut être revue, renouvelée ou peut-être moins importante dans certains territoires, pas tous, mais je pense que ce sont aussi des recompositions territoriales qui sont à observer dans l'évolution du tourisme, notamment des sports d'hiver pour aller vite, ou de manière générale du tourisme de montagne. Donc, si je résume, en fait, le changement de paradigme économique peut conduire effectivement à devoir s'organiser différemment pour tenir compte des nouvelles contraintes économiques et des nouveaux potentiels économiques du territoire. Oui, et juste peut-être pour finir, je reprends le terme d'Irène qui parlait de l'incertitude. Je pense qu'aujourd'hui, pour l'ensemble des acteurs de ces territoires de montagne, on est vraiment dans un contexte très incertain. Et autant on avait un modèle de développement dans les années 60-70 jusqu'à quasiment les années 2000, autant aujourd'hui, les chemins d'évolution des stations sont très variés, mais avec beaucoup aussi de manque d'objectivation de ce que peut être la transition pour un territoire, qu'est-ce que ça va générer en termes d'impact économique ou environnemental. Donc on est vraiment dans de la prospective chemin faisant et c'est pas simple pour tout être humain de raisonner. Alors ça peut être source d'innovation, mais c'est aussi source d'incertitude. Oui. Peut-être pour conclure, Anne, une réaction par rapport à ça. Comment est-ce que vous envisagez l'évolution de votre gouvernance? D'abord, est-ce que vous l'envisagez? Oui, alors très rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, on a, face aux difficultés que nous avions, donc puisque la communauté de communes est en gestion de domaine alpin sur la communauté de communes, face à la difficulté pour ouvrir cette année, nous avons réuni un collectif, nous avons mobilisé les acteurs du territoire qui ont répondu présents et qui se réunissent donc toutes les semaines pour préparer l'ouverture de cette saison-là, qui prépare aussi la décision à prendre par la communauté de communes. Et je trouve que c'est vraiment très très satisfaisant de voir l'engagement de ces acteurs-là. Ça augure aussi la transformation que nous devons opérer dans notre gouvernance pour la suite, puisque là nous travaillons avec les acteurs du domaine skiable, club de ski, moniteur de ski, commerçants, etc. Mais nous allons élargir en fait ce cercle-là à l'ensemble des acteurs de la communauté de communes pour travailler sur la transition du tourisme dans la communauté de communes. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus, les collectivités, avancer tout seuls. Il y a une transformation en fait du côté un peu hégémonique des collectivités, notamment lors des fusions de communautés de communes. Et pour se transformer vers une ouverture vers l'extérieur, travailler avec les acteurs locaux, ça permet à la fois de faire appel à de nouvelles compétences que nous n'avons pas en interne. Ça permet aussi d'avoir de nouvelles idées, évidemment, d'élargir la réflexion, de faciliter la prise de décision, mais aussi de la faire accepter.
Et avec la nouvelle population qui arrive, qui a des nouvelles attentes, qui a un nouveau regard, les habitants historiques, en fait, ont construit le modèle sur lequel ils habitent. Ils en vivent économiquement. Ceux qui arrivent ont une vision totalement différente et n'acceptent pas forcément les investissements qui ont été faits dans les décennies passées. Donc, ouvrir la discussion, préparer la décision à une échelle beaucoup plus large est tout à fait intéressante. Ça permet d'avoir plus d'idées et d'avoir une acceptation de la décision plus importante. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà. Merci pour cette belle conclusion, Anne, et merci à toutes les deux pour cet échange très riche et très illustrant de ce qui est en train de se passer et des enjeux, surtout des organisations qu'il faut imaginer pour y faire face. Et donc, on va passer à la séquence suivante. Qui va être donc en compagnie de Pierre Leroy, qui est aujourd'hui président du pays du Grand Briançonnais. Bonjour Pierre, vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis donc à mes côtés, qui vient de me rejoindre, donc Margot Decory, qui est responsable du programme Nature 2050 à CDC Biodiversité. C'est bon? Oui, bonjour à tous. Bonjour Margot. Donc CDC Biodiversité, je précise, qui est une filiale du groupe Caisse des dépôts et qui est donc spécialisée, comme vous l'avez compris, sur la biodiversité. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Pierre. Vous avez pu entendre, je pense, les échanges précédents. Donc, une façon effectivement d'aborder les conséquences du changement climatique sur un territoire de montagne, qui est évidemment un peu différent du vôtre. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous vous reconnaissez en fait dans ce qui vient d'être dit sur la façon, d'abord sur l'appréciation des impacts sur votre territoire et la façon d'y répondre. Alors évidemment, le Grand Briançonnais, c'est pas tout à fait la même chose que le cœur de Chartreuse. Est-ce que néanmoins vous voyez plutôt des points communs ou des différences? Oui, je trouve que le cadre est très bien posé de la part des scientifiques, mais il y a beaucoup de similitudes en effet avec la Chartreuse en ce qui nous concerne. Donc, je suis ancien maire d'une des communes de Serre-Chevalier, donc station de ski, là, pour le coup, à la frontière italienne. Je suis aussi l'auteur de Passage délicat, un ouvrage aux éditions Actes Sud. Passage délicat, et en dessous, le sous-titre, c'est Penser et penser le territoire, dans le sens où je considère aujourd'hui que les élus doivent être des soignants de territoire. Donc les crises, on en a parlé. Je pense qu'on a dit aussi que les zones de montagne sont de véritables territoires sentinelles, avec le doublement de la crise climatique chez nous. Tout ça nous entraîne à avoir une autre cosmogonie, un autre rapport au monde. Et c'est ça qui est très complexe. Ça a été dit à plusieurs reprises. On entre dans un nouveau monde. Et d'arriver à organiser nos territoires différemment, c'est très, très complexe. Donc, en effet, moi, j'habite à 1500 mètres d'altitude. Je suis originaire de Vendée, à 250 mètres de la plage. Sauf que j'habitais juste à côté de la Faute-sur-Mer, 29 morts avec Xynthia. J'étais dans les chantiers avec mon père, où on construisait ces maisons, où 29 personnes se sont décédées. Je suis arrivé à 18 ans dans les Hautes-Alpes. J'ai fait de l'alpinisme et j'ai là aujourd'hui le glacier blanc a un recul d'1 kilomètre. On est cerné autour de problèmes d'effondrement géophysique, de sécheresse, de risque d'incendie. Je me souviens avoir discuté avec l'ancien Premier ministre en disant est-ce qu'il est normal que des communes en France n'aient plus d'eau potable en été? Aujourd'hui, c'est 120 communes cet été, sans eau potable. Vous en avez eu chez vous dans votre territoire, il y a eu des coupures d'eau Alors, nous, on n'a pas eu de coupure d'eau. Par contre, on a vu, nous, nos sources se tarir. Sur ma commune, 3 sources se sont taries à 1600, 1800 mètres d'altitude. Donc, on a vraiment... ce qui a été décrit correspond tout à fait à ce qu'on vit sur nos territoires. Alors, la difficulté, c'est qu'à la fois, on sait que le temps nous est compté, il faut réagir vite, et en même temps, on n'a pas le choix, il faut travailler sur le temps long. Parce que justement, ce changement radical, j'allais dire, parce que là, pour le coup, la crise climatique, la crise de biodiversité sont assez radicales. On l'a vu en l'espace de 5 ans. Et nous, avoir en face un changement radical, c'est extrêmement complexe. Donc c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Alors du coup, Pierre, comment est-ce que vous abordez les choses? Comment vous vous organisez
sur votre territoire pour essayer justement de faire face à ces changements radicaux, hein. Quand c'est radical, ça veut dire que ça va très vite, c'est très fort, et il faut réagir vite. Et parfois, on n'a pas forcément tous les moyens réunis sous la main tout de suite. Donc, comment est-ce que vous abordez les choses? Alors, il y a des pistes, oui. Les interventions précédentes ont montré quelques pistes, hein, dans le sens où la chose la pire, c'est le clivage. Donc très clairement, aujourd'hui, il faut qu'on dépasse les oppositions. Il faut qu'on arrive à se rassembler, à se coordonner, à respecter nos différences et à co-construire un avenir commun. Donc ça c'est peut-être la chose la plus importante. Tout à l'heure, je disais que je considère que les élus aujourd'hui doivent être des soignants, parce que aujourd'hui, il va falloir qu'on travaille sur les besoins primaires des populations, c'est-à-dire boire, manger, pouvoir se loger décemment, pouvoir avoir du lien social, donc se déplacer un petit peu, tout ça sans produire de CO2. Donc vraiment, c'est le challenge qui est là devant nous. Ça veut dire que aujourd'hui, quelqu'un qui habite dans une passoire énergétique, qui est locataire, il est piégé. Il n'a pas de choix. Quelqu'un qui veut manger bio et local avec des produits de saison sur son territoire, quand l'autonomie alimentaire est de 2 jours, c'est-à-dire que pendant 363 jours, notre bouffe est dans des camions, évidemment, c'est une impasse. Et c'est le cas pour tous les besoins primaires. Tout à l'heure, on le disait, 120 communes où on fait venir de l'eau potable en citerne. Les besoins primaires ne sont pas garantis en France. Et nous avons perdu, alors on utilise beaucoup le terme de souveraineté, nous avons perdu la souveraineté, en tout cas l'autonomie sur nos territoires, autonomie alimentaire, autonomie énergétique, autonomie dans la gestion de nos déchets, mobilité, logement. Tout ça, aujourd'hui, c'est en situation précaire. Donc, le rôle que nous avons, nous, collectivités, c'est de tout mettre en œuvre pour que nos citoyens puissent changer de pratique, sachant qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient des crises qui nous entourent. Donc, vraiment, l'enjeu, il est là, c'est de travailler sur les besoins primaires et de mettre en œuvre de l'empowerment, c'est-à-dire de permettre aux citoyens, ça a été fait allusion tout à l'heure, permettre aux citoyens, au monde de l'entreprise, de participer à la décision, participer au diagnostic, participer à la décision, considérant comme un patient, et là, passage délicat, on est vraiment dans un passage délicat, notre société est dans un endroit extrêmement complexe, il faut que les gens, on leur donne le pouvoir d'agir. Et donc, retrouver cet empowerment. Et ça marche, Pierre. Les gens sont experts de leur territoire. Excusez-moi, je vous interromps, mais du coup, ça marche, vous y arrivez, c'est pas trop radicalisé, justement, déjà? Est-ce que ça va pas se radicaliser encore plus demain? Est-ce que, justement, le travail de soignant que vous proposez, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, justement, parce que les positions se radicalisent? Si, c'est compliqué. Alors justement, là, on l'a vu récemment avec tout ce qui s'est passé à la Clusaz, avec ce qui s'est passé au Grand Bornand. Il faut vraiment qu'on arrive à se serrer les coudes et d'arriver à se rapprocher. Donc, ça nécessite de l'animation territoriale. J'ai entendu que la Première ministre, et ça fait nous 10 ans, je suis administrateur de l'Association nationale des pays et PETR en France, c'est 400 territoires, ça fait une dizaine d'années qu'on revendique qu'il y ait des fonds qui soient mis sur l'investissement sur l'humain, c'est-à-dire des gens formés. D'ailleurs, il y a des ingénieurs qui veulent bifurquer pour faire ce travail-là. Donc des gens formés qui sont en capacité de mettre ensemble des gens sur les territoires, de les faire parler, de co-construire des projets de territoire. Donc il y a un enjeu là, pour moi, d'animation territoriale pour aller vers l'atténuation de la crise climatique et non pas l'adaptation. Aujourd'hui, tout est mis sur l'adaptation. Il faut faire les deux. Non. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est mis sur l'adaptation. Sur l'atténuation, je suis désolé, on n'a jamais autant produit de CO2. On n'a jamais autant produit de CO2. Non, on est d'accord. Enfin, on ne peut pas dire que les politiques d'adaptation ont pris le dessus sur les politiques d'atténuation. C'est pas ce qui est en train de se passer quand même. Si, la preuve, je vous dis, c'est qu'il y a eu 2 périodes où il y a eu une baisse de CO2, c'est la guerre 39-45 et le confinement. C'est les 2 seules périodes où on a eu une baisse de CO2. Autrement, on augmente tous les ans notre production de CO2. Donc, on est d'accord. Là, moi, j'aimerais bien que tous les projets passent au filtre de la décarbonation, et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors, avant de passer à la biodiversité, peut-être un dernier petit mot quand même, Pierre, sur l'aspect économique, parce que finalement, on va faire le lien avec ce que vous venez de dire, effectivement, toutes nos activités humaines sont émettrices de CO2, donc il faut les réduire, il faut réduire l'émission de carbone. Et néanmoins, on l'a vu, le gros enjeu, c'est quand même de continuer à faire vivre les gens en montagne. Donc, qu'est-ce qu'on fait effectivement demain en termes de développement économique sur ces territoires, sachant que l'activité de ski est quand même, on l'a vu, fortement impactée, qu'il y a une demande touristique qui se diversifie. Voilà, quelle est votre vision là-dessus? Dans quelle direction il faut aller en fait en montagne? C'est un petit peu ce que j'ai dit, travailler sur les besoins primaires, c'est-à-dire redonner de l'autonomie sur l'alimentation au territoire, redonner de l'autonomie de l'agriculture, en fait. sur l'agriculture. Vous prenez l'agriculture, oui, en fait. Mais sur l'artisanat, même chose. Ouais. Sur la production des biens et des services en artisanat, il faut en effet redévelopper de l'artisanat. On a tout un travail qu'on mène sur l'écologie industrielle territoriale, un travail qu'on mène sur l'économie sociale et solidaire, sur l'économie circulaire. Là, on a toutes ces solutions qui sont là à notre portée. Le monde de l'entreprise est bien conscient aujourd'hui qu'il ne peut plus continuer comme avant. Et donc, justement, il y a des rapprochements entre l'économie classique et l'économie sociale et solidaire pour justement reconstruire des nouveaux modèles où là, on va décarboner. Et là, on va offrir des services plutôt que du matériel auprès de... les objets peuvent plutôt qu'être vendus, peuvent être loués, peuvent être prêtés, peuvent être échangés. C'est toute une nouvelle économie qu'il faut développer sur les territoires, qui est créatrice d'emplois et qui permet justement ce changement de modèle sur le territoire au niveau économique. C'est un vrai changement de modèle économique, ça c'est clair, c'est sûr. On n'y échappera pas si on veut de l'atténuation. En tenant compte aussi de l'impact sur la biodiversité. En ce moment, il y a le lancement de la COP15 qui va se consacrer à ce sujet. Et donc, avant de passer la parole à Margot, qui est un peu notre spécialiste sur la biodiversité, vous, dernier petit mot peut-être, Pierre, sur la biodiversité. Quelle est votre action sur le territoire et quelle importance vous lui apportez? Alors, c'était justement à l'époque, c'était contre l'agrandissement de la station de Serre-Chevalier. Il avait été créé sur ma commune une réserve naturelle communale. Depuis, nous avons créé une réserve naturelle régionale de 800 hectares dont l'objectif n'est pas de faire contre, mais de faire pour. Et de montrer, justement, en co-construction avec tous les gens qui utilisent cet espace, les agriculteurs, les chasseurs, les randonneurs, les skieurs, ceux qui font du VTT, de mesurer l'impact que nous avons tous au niveau écologique sur nos territoires et de travailler ensemble pour trouver des meilleures solutions pour baisser notre impact. Et ça fonctionne. Au comité de pilotage, il y a régulièrement 35 personnes qui travaillent. Nous avons planté plus de 30 000 arbres sur le secteur. On fait des études scientifiques sur l'impact de la crise climatique sur le domaine avec l'INRAE, par exemple. Mais les skieurs se sont interdits certains couloirs, par exemple, en descente à ski, pour préserver la biodiversité. Et on a vu une augmentation de la population de ces oiseaux sur ces couloirs suite à ces changements de pratiques. Donc voilà, on est conscient que chacun doit faire sa part pour trouver des solutions, en effet, sur la crise climatique, mais aussi sur la crise de biodiversité. Ok Pierre, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Margot. Oui. Bonjour Margot. Bonjour. Alors Margot, du coup, on parlait effectivement à l'instant de biodiversité. Vous êtes donc responsable du programme Nature 2050. Peut-être avant de revenir sur l'exemple sur lequel vous travaillez sur le territoire, nous rappeler ce que c'est que Nature 2050. Oui. Alors, le programme Nature 2050, c'est un outil de financement de projets de restauration des écosystèmes. Il a été créé en 2016 par CDC Biodiversité. Et l'objectif, c'est de réconcilier économie et biodiversité. Donc, c'est la mission de l'entreprise. Vous voyez une carte, donc c'est sans compter les 16 projets qui seront ajoutés cette année. Donc, on comptera 66 projets à la fin 2022 qui sont répartis sur le territoire français, métropole et outre-mer. Voilà, et tous ces projets sont et seront suivis jusqu'en 2050. Et le programme a un triple objectif, oui. Donc biodiversité, restaurer si besoin, préserver ce qui existe encore et gérer durablement les écosystèmes. Climat, faire face au changement climatique et ses conséquences, donc on parlait d'atténuation. Et territoire, comment aider les territoires et leur population à devenir plus résilients.
D'accord. Et vous pouvez donner justement une petite illustration des différents chantiers en fait qui sont menés dans le programme parce que je crois qu'il y a une certaine diversité quand même de situations. Tout à fait. Ouais. Si on prend l'exemple de la réserve des Parcia, des mesures qui ont été mises en place, la première que je peux mentionner, c'est pour l'enjeu prioritaire de ce projet-là, qui était de préserver l'essence forestière qui est le pin sambro. Et donc le pin sambro est important car il pousse entre 1500 et 2500 mètres. Et on sait qu'avec le réchauffement climatique, ça a été très bien dit et montré dans la vidéo, les espèces migrent vers le nord ou en altitude pour trouver de la fraîcheur. En fait, comme nous, elles se réfugient dans la montagne. Sauf que si on bloque par de l'activité humaine, par exemple, ces migrations, on a une disparition des essences forestières et donc des essences de faune. Et donc, ce qu'on a fait sur ce projet-là, c'est replanter 3000 arbres de pin sambro, les pins des Alpes, pour aider la population, mais aussi avoir une coopération avec l'éleveur ovin qui était sur cette zone-là pour que... Le propriétaire. Alors, il y avait un éleveur ovin, l'exploitant. Voilà, qui utilisait les terres. Et en fait, comme ce pin a une croissance extrêmement lente, si on a une forte pression pastorale en même temps, ça empêche le pin en fait de migrer. D'accord. Donc il y a eu une coopération là-dessus. Il y a aussi une sensibilisation qui est faite sur les lieux, comme ça a été très bien dit, avec les autres utilisateurs des lieux. Et puis il y a un suivi scientifique. Donc le programme suit tous les projets. On a des suivis des indicateurs programmes. C'est le carbone organique dans les sols et l'azote 15 dans les feuilles. Et on a des indicateurs qui sont projets, on les appelle, donc qui sont spécifiques à chaque projet. Donc il y a un suivi de différentes espèces. On a le tétralyre qui est le petit coq de bruyère dans les Alpes, qui est une espèce qui est suivie. Et on a de la bioacoustique qui est faite pour voir comment les espèces évoluent et plein d'autres indicateurs sur la biodiversité sur ces projets-là. Et donc du coup, peut-être pour expliquer comment ça marche, en fait un programme de cette nature, un chantier de cette nature, ça dure combien de temps? Ça commence comment? Par qui c'est financé? Enfin, comment ça marche en fait? Oui, alors nous, on est des cofinanceurs, effectivement, et on a vraiment une approche transversale et partenariale. L'idée étant vraiment, comme ça a été très bien dit, de mettre tous les acteurs autour de la table et trouver des solutions holistiques qui conviennent à tout le monde. L'idée, c'est pas de favoriser ou la biodiversité ou l'activité économique, mais bien de réconcilier les deux. Et donc, ça veut dire prendre en compte tous ces enjeux et voir quelles solutions, en fait, conviennent à tout le monde. D'accord. Et sur le financement, comment c'est financé? On mobilise des financements auprès d'acteurs économiques qui s'engagent à nos côtés au-delà des réglementations. Donc c'est vraiment l'aspect volontaire. Voilà. Donc ils vont au-delà de ce que la réglementation impose et ils s'engagent à nos côtés pour soutenir des projets sur le territoire. L'idée étant qu'on ne s'adaptera que si on s'adapte tous à l'échelle du territoire. Donc une entité privée peut en général s'engager à 3 niveaux. Il y a un niveau interne, c'est les stratégies RSE, comment diminuer son impact au niveau de son activité. Il y a sur le foncier de l'entreprise ou de l'acteur économique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur son propre foncier si on en possède beaucoup, ce qui est parfois le cas. Et enfin, la troisième étape, c'est s'engager avec des programmes comme le programme Nature 2050 pour aller au-delà et aider son propre territoire à s'adapter face à tous ces dérèglements. Et du coup, comment s'est établi le contact là, dans le cas précis là, du pin sambro? Comment ça passe par une volonté, la détection du projet en fait, la façon dont ça marche. Ça passe par une volonté locale des acteurs locaux de faire quelque chose, ou est-ce que c'est vous qui allez proposer au territoire en fonction de ce que vous avez détecté, le cas échéant? Comment ça fonctionne? Alors tous les cas de figure existent. Dans ce cas-là, le porteur de projet est une association, donc la LPO. Donc il y a une volonté aussi de faire remonter des projets par des associations. Mais on a aussi des communes, des communautés de communes, des régions qui sont porteuses de projets. Et on a aussi des projets qu'on essaye d'aller chercher, notamment quand vous voyez la carte de France des projets, on essaye d'aller chercher des projets là où on n'en a pas encore. L'idée étant que quand on met un projet en place, comme mentionné, on implique tous les acteurs économiques, associatifs, les scientifiques, les collectivités, etc. Et donc, on mobilise sur un même territoire sur ces problématiques-là. Donc, l'idée étant, encore une fois, d'acquérir une résilience à l'échelle globale du territoire français. Et du coup, vous êtes plutôt assez optimiste sur le fait de pouvoir réussir cette adaptation de la biodiversité avec le changement climatique, parce qu'on a vu dans la description initiale d'Irène à quel point ça pouvait être impactant sur la survie de certaines espèces. Oui, c'est à la fois très effrayant et en même temps, quand on voit ce que la nature est capable de faire, quand on lui en donne l'espace et l'opportunité,
Je pense que ça donne aussi l'espoir à tout le monde de voir que la nature est capable de reprendre le dessus et assez rapidement. Parfois, on est étonné aussi de la capacité de résilience de la nature, ce qui est vraiment l'essence des solutions fondées sur la nature, ce qu'on met en place dans tous nos projets. Donc, ces solutions fondées sur la nature. C'est peut-être bien de rappeler ce que c'est une solution fondée sur la nature, parce que souvent, on entend ce terme. Je ne suis pas sûr qu'il soit bien cerné par tout le monde. Ouais. Donc, les solutions fondées sur la nature, elles sont mises en opposition ou en contraste avec les solutions grises. Une solution grise, ça va être un bloc de béton, un enrochement. Et en fait, on sait au niveau ingénierie que c'est beaucoup plus simple à gérer, parce qu'un bloc de béton, on va savoir à quelle résistance il peut faire face, à quelle température, etc. Donc c'est plus facile à gérer d'un point de vue des travaux. Par contre, quand on est dans un contexte de dérèglement avec un passage aux températures d'un extrême à l'autre, il n'y a plus de schéma, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de gradient stable et croissant et prévisible. Dans ce cas-là, les solutions fondées sur la nature, on mise sur du vivant, on mise sur des écosystèmes résilients et qui ont une capacité d'absorption de ces variations qui est bien plus importante. Et donc, il y a des études qui sortent de plus en plus sur le côté financier, parce qu'un bloc de béton, on va savoir combien ça coûte à un instant T, mais si dans le temps, en fait, ça dure pas longtemps, comparé à un écosystème, à un investissement égal, les solutions fondées sur la nature sont à favoriser. Dans le temps, les solutions fondées sur la nature ont plus de capacité de résilience. Et est-ce que ça coûte moins cher ? Ça dépend des cas. Je ne peux pas vous dire que c'est 100% des cas. Ça dépend. Chaque écosystème est différent et les mesures qui sont mises en place sont toujours adaptées aux écosystèmes. Un autre élément qui est important, je pense, c'est qu'on a tendance à vouloir passer d'un extrême à l'autre, nous aussi, quand on est confronté à un problème. Or, dans certains cas, combiner des solutions fondées sur la nature avec des solutions grises, par exemple, mettre une solution grise qui va permettre à l'écosystème de reprendre en fait sa résilience, peut être ça peut être mixé en fait, si je comprends bien. Oui, tout à fait. On peut mixer les deux. Non, je posais ces questions parce qu'effectivement, on a cette expérience à la Banque des Territoires de financer des projets et on peut financer des solutions fondées sur la nature. Mais en réalité, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça qui nous sont proposés. D'accord. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un sujet d'ingénierie sur ces sujets-là ? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un besoin de mieux expliquer, de mieux faire comprendre ce que c'est qu'une solution fondée sur la nature, comment ça se finance, comment ça se construit, et qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, sur ce sujet-là ? Oui, mais c'est très intéressant que vous mentionniez ça, parce qu'on fait partie donc, de plusieurs groupes de travail. On a des partenariats avec des acteurs français, mais aussi européens. On fait partie d'un LIFE intégré artisan au niveau européen. LIFE, c'est un programme européen, il faut préciser. Oui, c'est un programme européen. Et donc, on a vraiment aussi cette mission à CDC Biodiversité et dans le programme Nature 2050 de diffuser effectivement l'information, d'où ma présence, par exemple, aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'une SFN, comment on les met en place, quels sont aussi les co-bénéfices qu'on n'aura pas avec des solutions grises. On a énormément de co-bénéfices avec les solutions fondées sur la nature. Si on regarde les pins dont on vient de parler, il peut y avoir une activité sylvicole, il peut y avoir de l'écotourisme, il y a une stabilisation des sols et donc moins d'érosion, c'est des habitats pour la biodiversité, etc., etc. Donc si on compare tous ces co-bénéfices en plus de la capacité de résilience et qu'on met en miroir en fait les solutions grises, on voit qu'il y a un réel avantage qui est évident aujourd'hui. Oui, d'accord. Et alors, je regardais la carte, en fait, on voit qu'il y a une couverture territoriale qui est assez large sur le territoire national. Il y a quelques expériences de montagne, mais finalement pas tant que ça. Pas encore trop. On en a deux qui sont sur les sommets, oui. Donc on a la réserve naturelle des Parcia et on a un autre projet plus vers Bourg-Saint-Maurice. D'accord. Voilà. Donc peut-être aussi un appel à ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas effectivement à envisager de faire appel au programme Nature 2050 parce qu'il a vocation à s'élargir, si j'ai bien compris aussi. Tout à fait. Ouais, on sera ravis de recevoir des candidatures. Et donc du coup, Margot, s'il y a des candidats, comment on fait ? Comment on s'adresse à CDC Biodiversité ? Alors on nous contacte, on a un site internet sur lequel d'ailleurs vous pouvez retrouver tous les projets. Si vous cliquez sur les différents numéros de ces projets sur la carte sur le site internet, vous accéderez à une fiche projet qui vous décrit les actions mises en place et ce qu'on suit, en fait, les suivis et les indicateurs scientifiques. Et donc, vous pouvez trouver nos contacts et candidater. On envoie en général une grille à remplir qui nous permet d'évaluer si le projet est bien en accord avec notre cadre d'intervention. Voilà.
Merci beaucoup Margot pour cette présentation du programme et sur l'illustration en montagne. On va terminer notre séquence avec donc un nouveau duo, donc avec notre ami Michel François Delannoy. Michel François, merci de me rejoindre sur la table. Donc tu es directeur du département appui au territoire à la Banque du Territoire. Merci d'être avec nous ce matin, Michel François. Et puis donc en compagnie également à distance de Simone Saillant, qui est donc la directrice ruralité et montagne et des commissariats de massifs à l'Agence nationale de cohésion des territoires, ce qu'on appelle le plus communément l'ANCT. Bonjour Simone. Bonjour. Donc l'idée c'est d'avoir un petit dialogue avec tous les deux pour peut-être faire un peu la conclusion, notre table ronde de ce matin, et notamment de mettre en perspective avec le programme Avenir Montagne, qui a été lancé maintenant il y a 2 ans, je crois, c'est ça à peu près. Et donc on va peut-être commencer avec vous, Simone. Donc on vient d'avoir 2 territoires qui viennent de témoigner. Je crois que ce sont 2 territoires qui sont accompagnés par le programme Avenir Montagne. Donc peut-être rappeler ce que c'est que le programme. Oui, tout à fait. Merci, bonjour à tous. Donc le programme Avenir Montagne dans son ensemble, il a été lancé en fait par le Premier ministre en mai 2021. Il comprend un aspect appui à l'investissement sur lequel je vais passer assez vite, doté de 300 millions d'euros, dont la moitié de l'État et des régions, qui a accompagné en gros 500 projets de développement touristique en investissement là, sur 2021 et 2022. Et je vais peut-être plus m'appesantir effectivement sur la partie d'accompagnement en ingénierie avec dans la suite des 2 lauréats précédents qui ont pu témoigner. Donc en fait, l'idée, c'est dans le cadre du changement climatique qui a été largement évoqué ce matin, de se dire comment on peut accompagner les territoires de montagne pour construire une stratégie touristique plus durable, résiliente au changement climatique et diversifiée, aller un petit peu plus vers le 2 ou 4 saisons. Et donc ce programme, en fait, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt et donc on a sélectionné 62 territoires et on les appuie via 3 leviers en fait. On finance des chefs de projet sur chacun des territoires, donc un chef de projet par territoire, financé à hauteur de 60 000 euros par an. On a toute une batterie, alors vous le voyez apparaître sur l'écran, oui. Donc les 62 territoires avec la représentativité sur les différents massifs, donc là une très très forte représentativité sur le Jura, sur les Vosges, les Pyrénées également, et puis sur des massifs après plus importants, vous voyez un certain nombre de territoires. Donc on accompagne le financement d'un chef de projet qui est formé, et puis également, mais je pense que Michel François y reviendra, accompagné méthodologiquement par la Banque des Territoires qui cofinance le programme. 2e étage de la fusée, on met à disposition tout un catalogue d'offres de services à ces territoires, c'est-à-dire des prestations d'ingénierie, de l'accompagnement, alors avec des offres de la NCT d'ingénierie, des offres de la Banque des Territoires, mais également d'une vingtaine de partenaires, différents ministères, la gendarmerie et autres, l'association permanente des chambres d'agriculture sur l'accompagnement, par exemple au développement de circuits courts alimentaires. Et puis, 3e étage de la fusée, c'est l'animation nationale de toute cette communauté des territoires lauréats. Une animation qui se fait au niveau national et également à l'échelle des massifs, via une plateforme numérique, mais également via un dispositif d'accompagnement dédié aux élus, construit avec la Fabrique des Transitions, considérant que si les élus de ces territoires ont candidaté à cet appui, c'est-à-dire qu'ils se disaient qu'ils avaient envie d'emmener leur territoire vers autre chose. Pour autant, c'est intéressant de pouvoir les appuyer dans la mesure où il n'est pas forcément évident que tous les acteurs du territoire soient forcément à aller enclins d'aller dans ce sens. Donc voilà, brosser très brièvement l'appui et la consistance de ce programme. Merci beaucoup Simone de cette description, ce qui permet de mieux comprendre effectivement comment il est structuré. Alors Michel François, je me tourne vers toi. Donc comment est-ce que la répartition se fait finalement entre
dans le programme entre ce que vient de décrire Simone du côté de l'État et quelle est la contribution en fait de la Banque des Territoires, qui est un partenaire, on peut le dire, important du programme. Ton micro n'est pas allumé. Voilà. Merci et bonjour à toutes et à tous, et bonjour Simone à distance. Donc oui, nous sommes partenaires de ce programme depuis sa conception d'ailleurs. Nous sommes, rappelons-le, un acteur présent dans les territoires de montagne de longue date, notamment à travers toutes les contributions que nous avons pu apporter à de l'équipement en matière de tourisme et notamment de sport d'hiver. On pense évidemment à notre filiale, la Compagnie des Alpes. Je salue d'ailleurs Éric Guilpard, qui travaille dans le département Appui au territoire et qui est notre spécialiste des questions de la montagne. Et donc, dès que ce programme a commencé à s'envisager, on a considéré qu'il était important pour nous de nous y intéresser parce que, au-delà de ce que j'évoquais à l'instant sur le tourisme de sport d'hiver, on voit bien que précisément sur les activités de tourisme, les conséquences du changement climatique viennent bousculer à la fois les pratiques, mais aussi les représentations. On a beaucoup parlé au début, j'ai trouvé ça très intéressant de cette séquence aussi de transformation ou d'adaptation des comportements, et pas simplement des équipements, des infrastructures. Et je pense que sur la question du tourisme, il s'agit aussi de cela. Donc c'est vrai que nous avons donc considéré que acteurs présent sur les questions de tourisme d'une manière générale et de tourisme de montagne en particulier, il était important qu'on soit partenaire de ce programme. Donc on y contribue notamment à travers les moyens d'ingénierie, pour apporter aux chefs de projet que Simone évoquait, un accompagnement pour leur permettre de gagner du temps d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue des outils, pour qu'ils aient finalement une sorte de task force à leur côté qu'on leur met à disposition, que la Banque des Territoires paye en totalité. Et puis ensuite, sur des missions plus ponctuelles, que ce soit sur des analyses de vulnérabilité, sur venir interroger tel ou tel aspect sur une opération ou un projet qui est prévu sur le champ touristique, donc veut dire apporter de la ressource pour finalement aider à fiabiliser et à sécuriser les projets de cette transformation vers un tourisme durable dans les territoires de montagne. Pour autant, mais peut-être on en parlera dans un deuxième temps, nous souhaitons nous aller au-delà sur les questions d'adaptation et pas simplement sur la question du tourisme. On va y venir juste après, Michel François, effectivement. En fait, peut-être un petit mot quand même sur la durée du programme. Aujourd'hui, c'était un programme qui était conçu plutôt pour durer 2 ans, mais on voit effectivement, il y avait plutôt une entrée touristique au départ, maintenant une entrée qui est beaucoup plus large, et avec, comme tu viens de le dire, l'importance du sujet du changement climatique et de ses conséquences. Alors Simone, ce programme, pour l'instant, donc il concerne 62 territoires qui ont été sélectionnés. Quelles sont les perspectives du programme ? Est-ce qu'il a vocation à se poursuivre, à s'élargir ? Alors, bien entendu, je pense que c'est ce qu'on souhaite tous. Donc, nous sommes en train de consolider les conditions financières effectivement pour la poursuite, et on n'a aucun souci pour déjà avancer sur 2023 sur ces bases-là. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'on voit bien, on a une thématique sur laquelle on est attendu, celle de l'accompagnement des territoires de montagne sur le changement climatique, et qu'en fait, on a, avec tous les moyens là mis à disposition par la Banque des Territoires, la NCT, les différents ministères, planté un certain nombre de petites graines. Et effectivement, il va falloir du temps. Les chefs de projet sont arrivés, ils sont quasiment tous recrutés, on les a formés, les territoires se saisissent de l'offre de services, et donc il faut du temps pour déployer ça. Le programme d'accompagnement des élus est également lancé. Donc voilà, il est important qu'on se donne du temps. Nous, de notre côté, là, on a au moins de la visibilité sur 2023, et je souhaite vraiment qu'on puisse se projeter plus largement. Aussi parce qu'en fait, comme le disait Michel François, on est parti sous l'angle touristique, mais on voit bien qu'à chaque fois, c'est une pelote qu'on dévide. On va atterrir effectivement, même en partant du sujet touristique, sur les sujets d'eau, sur les sujets de mobilité. Et donc, il est vraiment important qu'on puisse faire un accompagnement plus global et dans le temps. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite.
Michel François, du coup, je me retourne vers toi. Effectivement, tu faisais allusion à l'instant. Donc, on est très impliqué sur ce programme avec la NCT, avec l'État. Mais néanmoins, on a réfléchi aussi à ce qu'on pouvait faire de plus sur le sujet de l'adaptation. Tu peux peut-être nous en dire justement quelques petits mots. Oui, donc effectivement, d'ailleurs, les territoires concernés par le programme Avenir Montagne constituent pour nous une cible privilégiée sur les sujets du tourisme, bien évidemment, mais au-delà, puisque nous avons décidé, ça fait l'objet d'à peu près 1 an et demi de travail, donc on a partagé, Gilles, en grande partie, pour réfléchir autour des conséquences du changement climatique dans notre pays, à finalement développer des offres qui sont évidemment universelles parce que ces conséquences s'expriment partout, mais on voit bien, et c'était très important, c'était bien souligné ce matin, qu'il y a quand même des territoires qui, par leurs caractéristiques, ont finalement une vulnérabilité et sont dans un processus d'accélération des conséquences beaucoup plus vives. Et les territoires de montagne, même si on en parle peut-être un petit peu plus depuis l'été dernier, mais jusqu'alors on parlait plus du littoral, ça paraissait plus évident qu'il était confronté à ces sujets. Les territoires de montagne, en fait, effectivement, ça a été dit ce matin, et c'est important de le répéter, voient finalement les conséquences du changement climatique s'accélérer plus rapidement que sur le reste des autres territoires. Et donc, dans notre réflexion générale, Caisse des dépôts et Banque des territoires, nous avons donc souhaité, au-delà et en plus de ce que nous faisons dans le programme Avenir Montagne, adresser donc une offre aux territoires de montagne. Encore une fois, on se concentrera prioritairement sur les territoires concernés par le programme Avenir Montagne, mais ce ne sera pas exclusivement dédié à ces territoires pour les accompagner sur les conséquences, sur les mesures à prendre, à concevoir d'abord, et à prendre pour faire face au dérèglement climatique. Pierre Leroy disait tout à l'heure, vous aviez un petit débat sur atténuation et adaptation. Je pense qu'il faut vraiment dire les choses comme elles sont. Bien évidemment, on ne peut pas lever le pied, au contraire, il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur l'atténuation, mais nous avons aussi pris beaucoup de retard sur la mise en œuvre des mesures d'adaptation, parce que les conséquences sont déjà là. Et ce qui était aussi intéressant dans toute la séquence là, partagée ce matin, c'est qu'on voit bien, c'est vrai qu'on dit, ça paraît évident, tout le débat en ce moment au Grand Bornand, il n'y a pas de neige, il y a une grande compétition, on amène de la neige, ça choque, en tout cas ça provoque des débats, très bien. Mais il y a des choses beaucoup moins visibles, beaucoup moins spectaculaires, mais beaucoup plus fondamentales qui se passent dans les territoires de montagne, notamment sur les enjeux de la diversité. Ça concerne donc les activités humaines, mais ça ne concerne pas que les activités humaines. C'est vraiment les écosystèmes qui sont aujourd'hui profondément bousculés. Et donc, il est important que face à ces questions complètement inédites, à ces sujets complètement inédits, eh bien, nous ayons de la ressource pour aider les décideurs à prendre les décisions. Et elles ne sont pas simples. Et elles ne seront pas simples, parce qu'effectivement, on est sur des pas de temps qui sont parfois pas évidents à appréhender. On est sur du temps long, mais en même temps, on doit agir très très vite. Je prends un exemple, la question des glaciers, qui est souvent mise en avant quand on parle de la montagne. Ça concerne quand même que quelques massifs, c'est pas toutes les montagnes. Mais la fonte des glaciers, évidemment, elle est spectaculaire. Mais derrière la fonte des glaciers, il y a un autre sujet qui arrive tout de suite, c'est que finalement, quand les glaciers se retirent, ils laissent des espaces finalement nouveaux, disponibles pour finalement une naturation nouvelle. Alors voilà, c'est un verdissement, c'est des poches d'eau qui se constituent, souvent des milieux humides, mais donc la faune va s'en emparer, la flore aussi, enfin les espèces végétales, les espaces humides vont s'y installer. Comment appréhendons-nous ces nouveaux espaces assez vierges finalement, de nouvelles conquêtes de la biodiversité? Ça, c'est des questions nouvelles que l'on aura à se poser, et donc ne pas aborder ces questions exclusivement par la question de la vulnérabilité et du risque, mais aussi sur les nouvelles ressources qui vont apparaître à partir de là et qu'il faudra sans doute protéger. Donc voilà. Et donc un appui de la Banque des territoires. Donc c'est dans la période qui vient, nous allons développer une nouvelle offre dédiée aux décideurs de la montagne, aux acteurs de la montagne. C'est 2023, on peut dire. On peut dire à partir de 2023, avec des moyens d'ingénierie en plus de ceux que nous apportons pour le programme Avenir Montagne, sur
les sujets d'analyse des vulnérabilités, d'analyse des risques, même si j'ai dit que ce n'était pas suffisant, mais aussi d'accompagnement à l'élaboration de plans d'action, à la conception opérationnelle de projets notamment avec des solutions fondées sur la nature et aussi d'autres solutions, parce que ces approches mixtes sont évidemment importantes, et puis aussi laisser ces territoires expérimenter des solutions nouvelles, leur donner la capacité, voilà, face à des situations nouvelles, d'inventer aussi des réponses nouvelles. Donc c'est quand même 20 millions que nous allons consacrer à cela dans les années qui viennent, et puis du financement par nos prêts que nous allons pouvoir aussi développer pour accompagner la mise en œuvre des projets issus de tout ce travail. Tout à fait, une vraie mobilisation de la Banque des Territoires avec un continuum d'offres et une volonté effectivement de répondre à toutes les questions qui ont été posées depuis ce matin et par tous les témoignages qui ont été apportés. Peut-être Simone, un petit mot de la fin rapide, et puis après on passera aux questions. Je crois qu'il y a des échéances assez importantes là au mois de décembre concernant la montagne. Il y a, je crois, un Conseil national de la montagne. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, tout à fait. Alors, pour une contrainte d'agenda, il vient d'être reporté au mois de février, début février. Mais ceci dit, ça ne change pas le contenu. Et effectivement, donc voilà, un Conseil national de la montagne qui sera réuni sous la présidence de Dominique Faure, avec plusieurs sujets qui résonnent fortement avec avec les échanges de ce matin. Donc, on fera un bilan de tout ce qui a été déployé depuis les annonce du programme Avenir Montagne, mais également on aura une séquence changement climatique puisque la loi climat et résilience prévoit notamment que des schémas d'adaptation au changement climatique soient élaborés à l'échelle de chaque massif. Et donc, les commissariats de massifs vont travailler avec l'ensemble des partenaires dans le cadre des comités de massifs, qui sont les instances de gouvernance associant l'ensemble des parties prenantes de la montagne à l'échelle de chaque massif, pour élaborer ces schémas d'adaptation. Et donc, en fait, mon mot de la fin, peut-être, pour mettre en lien votre question et puis tout ce qui a été vu ce matin, c'est de se dire qu'on voit bien qu'on a un sujet, le changement climatique, qui est en même temps une sorte de belle aventure, parce que ça va nous inciter à revoir un certain nombre de représentations, de modèles et autres, et de se projeter dans un autre futur, et un futur si possible désirable, et qu'il est très important d'arriver à mettre en lien et en visibilité toutes les actions des uns et des autres, que ce soit les actions de connaissance, de planification, voilà, quelles sont les priorités sur chaque massif, et puis tous les moyens d'appui. Et finalement, je trouve que c'est un petit peu aussi la vocation de ce webinaire ce matin, de partager les expériences et de bien tout mettre en visibilité. Donc voilà, c'était un petit peu mon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Simone pour cette conclusion, et merci beaucoup aussi à toi Michel François pour tes commentaires et puis tes annonces. Je ne sais pas si nous avons reçu des questions, donc on peut peut-être... Quelques-unes. Alors on peut peut-être les écouter et essayer d'y répondre. Effectivement, on a déjà plusieurs discussions très intéressantes et des informations qui sont envoyées sur le chat, donc n'hésitez pas à les consulter. Et une première question qui avait été posée suite à la seconde table ronde, donc en termes de gouvernance, est-ce que les scientifiques qui travaillent sur le changement climatique ne devraient-ils pas avoir une place plus importante et contraignante dans les discussions ? Alors ça, c'est une question qui s'adresse peut-être à Emmanuel, non ? Je pense. Alors, j'avais commencé, je veux bien apporter un premier élément, mais je pense qu'Irène aussi. Irène, mais moi, ce que je constate, et quand même depuis pas mal d'années, c'est l'évolution de la place des chercheurs dans des dispositifs de travail avec les territoires. Je pense qu'il y a encore quelques temps, on était beaucoup plus sur l'objectivation de tendance, de dynamique, et donc on amenait des éléments d'objectivation de ce qui se passait dans les territoires. Aujourd'hui, on est aussi mobilisé dans l'élaboration, dans la mise en place de dispositifs de recherche avec les acteurs du territoire, et où on peut avoir un rôle à la fois d'apport, bien sûr, de connaissances ou de méthodes, d'ouverture vers des expériences qui se passent ailleurs dans d'autres territoires, et puis une place aussi en tant que je dirais acteurs réfléchissant aussi sur le devenir de ces territoires. Donc je pense que les choses ont sans doute un peu bougé ces dernières années. Donc la réponse est oui, ça commence à se faire, oui. En fait. Oui. La réponse est oui. Irène, vous partagez ce point de vue ?
Oui, complètement. Et nous, notre expérience, c'est vraiment qu'il y a des nouvelles alliances qui se créent autour du changement climatique entre les décideurs, les scientifiques, mais aussi des sociopros, etc. Et nous, on a un apprentissage en tant que scientifiques, évidemment, à vulgariser nos travaux, etc., mais aussi à comprendre quelles sont les contraintes, etc., de décision. Et du côté des décideurs ou des sociopros, c'est aussi comprendre la démarche de recherche, son temps long, son incertitude parfois, etc. Et je pense qu'il y a vraiment énormément de progrès qui sont faits là-dessus. Et effectivement, le scientifique trouve une nouvelle place. Alors, quand vous construisez une maison, ils vous font un maçon et un architecte, et on ne demande pas au maçon de faire l'architecture et à l'architecte de construire les fondations. Donc, chacun son rôle, mais on travaille vraiment beaucoup plus ensemble qu'auparavant. Et je pense que ça amène aussi les scientifiques, peut-être pas tous, mais une grande partie, à tester des nouvelles choses, des nouvelles, nouveaux lieux d'échange. Nous, ça nous a amené à tester le tourisme scientifique, par exemple, ou le métavers, etc. Des choses qui sont pas forcément des choses que les scientifiques vont tester en premier lieu. Et je pense que c'est vraiment très riche pour tout le monde, en fait. Ok, merci beaucoup Irène et Emmanuel. Une autre question peut-être, Isabelle ? Une autre question de la part du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays des Nestes concernant les nouveaux dispositifs d'accompagnement de la Banque des Territoires. Quand les modalités seront-elles précisées, publiées ? Alors, Michel François, c'est pour toi. Donc d'abord, on est vraiment sur des annonces puisque notre comité d'engagement, c'est-à-dire l'instance qui va ouvrir ces moyens financiers, c'est aujourd'hui. Donc voilà. Donc ensuite, il faut qu'on déploie ce qu'on appelle déployer. Ça veut dire simplement que à travers nos directions régionales, qui vont être vraiment les interlocutrices privilégiées des acteurs concernés par ces propositions, on va leur apporter évidemment la ressource, d'abord financière, pour pouvoir répondre aux demandes, et puis aussi donner un peu ce que nous on appelle dans notre jargon le référentiel, c'est-à-dire dire aussi un peu plus précisément ce qu'on accompagnera, ce qu'on n'accompagnera pas aussi. Que ce soit bien clair, bien posé. Et donc ensuite, dans cette phase de déploiement, il y a aussi le travail de communication en direction des acteurs territoriaux concernés. Donc tout ça, on peut dire que c'est vraiment au cours du premier semestre 2023 que ça va se mettre en place. Autre question, Zineb ? Oui, cette fois-ci pour Margot Decory de CDC Biodiversité. Est-ce que CDC Biodiversité s'occupe seulement de forêts comme écosystème ou avez-vous d'autres écosystèmes ? Alors, on a plusieurs cibles d'action. Effectivement, nos projets se répartissent en 5 cibles d'action. On a des projets sur les littoraux, marins côtiers, on a des zones humides, on a de la biodiversité en ville, très important aussi au niveau urbain, on a des continuités écologiques et on a un accompagnement des transitions agricoles et forestières. Donc nos projets se classifient dans différentes sections. Et donc pour refaire le lien avec tout à l'heure, les solutions d'adaptation, solutions fondées sur la nature peuvent répondre à tous ces enjeux de tous ces écosystèmes en fait. Et donc je pense que la question était liée au fait que il y a sans doute un cas particulier, non, derrière la question. Tout à fait, c'est très possible. C'est tout pour le moment sur le chat. D'accord. Pas d'autres questions. Sinon, en dehors du chat, non. Oui, alors oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, avant de clôturer, effectivement, je vais d'abord remercier tous les intervenants qui sont avec nous, qui ont partagé cette tranche horaire ensemble. C'était vraiment très riche, comme tu l'as dit tout à l'heure, très intéressant et très divers, avec beaucoup d'expériences, on le voit, qui convergent, mais qui montrent à quel point c'est complexe et difficile, et ça nécessite effectivement d'apprendre à travailler ensemble différemment. Donc, merci à tous. Et puis, merci effectivement à Eric Guillepart, qui était dans la salle et qui a été la cheville ouvrière, on peut le dire, de l'organisation de cette table ronde. Donc merci beaucoup Eric pour tout le travail consacré de mobilisation, et évidemment aussi merci à l'équipe d'organisation du Hub qui nous accueille et à tous les consultants qui ont permis de préparer en fait cette table ronde. Merci à Zineb, merci aux personnes de Lever de Rideau qui sont venues aussi préparer les échanges. Et donc je pense que maintenant on peut
peut dire que notre table ronde est terminée. Et puis, concernant ce cycle, alors, il n'est pas encore complètement terminé. Je pense qu'on va sans doute faire un peu de prolongation encore au début de l'année prochaine, puisqu'on voit que le sujet se renouvelle et s'enrichit. Mais je pense que ce serait intéressant à un moment donné de faire un point aussi, peut-être un point de bilan, en fait, sur à l'issue de ce cycle, sur tous les éléments qu'on a pu aborder. Puisque nous-mêmes, en même temps, on a travaillé sur le fond, comme tu le disais, on a appris des choses et on se rend compte que le sujet, en fait, s'élargit peu à peu et qu'il y a des choses qu'on s'est dites il y a un an et qu'il faut réactualiser sans doute aujourd'hui. Et on voit à quel point, quand même, le changement en un an s'est produit en termes de prise de conscience de ce sujet. On a eu un petit échange avec Pierre Leroy tout à l'heure, mais je pense que tu as raison. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. De toute façon, il faut qu'on les traite simultanément. Il ne s'agit surtout pas de lâcher l'effort sur la réduction des gaz à effet de serre. On est bien d'accord avec vous, Monsieur Leroy, mais il faut aussi prendre en main vraiment ce sujet. Et honnêtement, quand on a commencé à lancer ce cycle, on s'est quand même rendu compte qu'il n'était pas complètement. Donc, et je trouve qu'en quelques mois, l'état d'esprit général a quand même énormément changé. Donc je pense qu'on pourra en parler aussi encore l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.